Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, un petit faux départ. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire concernant la protection sociale complémentaire, plus exactement sous l'angle des SDIS, des sapeurs-pompiers, de la préservation des personnels travaillant dans les SDIS. Pour nous accompagner dans l'échange, trois représentants d'Interial, Muriel, Areski et Olivier, que je vais laisser se présenter. Et pour être totalement galant, on va commencer par Muriel. Bonjour à tous, je suis issue du monde territorial, j'y ai fait toute ma carrière en tant que fonctionnaire et au sein de la Mutuelle Intériale, je suis vice-présidente en charge de la fonction publique territoriale. Merci Areski. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Cela fait bientôt plus de 11 ans que j'évolue au sein de la fonction publique territoriale et au sein également donc, de la Mutuelle Intériale. Je suis Areski Merabé, directeur du collectif. Et Olivier. Bonjour à tous, c'est Olivier Desquin, donc je suis colonel de sapeurs-pompiers professionnel en poste à l'état-major de zone de défense et de sécurité Nord et investi depuis plusieurs années en tant qu'administrateur à la Mutuelle Intériale. Merci Olivier. Donc, comment va se passer cet échange, hein, simplement pour ma part, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, donc Philippe Charton, je suis directeur du développement et ancrage pour Reliance, côté du marché des acteurs territoriaux. Alors, comment va se passer notre échange? En fait, il va se passer en trois temps. Un premier temps pour revenir sur le pourquoi comment en fait hein, du partenariat avec Reliance et Interial. Ce partenariat, on va y passer quelques instants dessus, mais c'est pas le cœur du sujet. Après, nous allons passer à la protection sociale complémentaire, plutôt faire un point d'étape en ce sens et se dire au-delà de là où nous en sommes, mais ce qu'il va falloir faire sur cette année 2024, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui posent question aux collectivités et aux SDIS. Et en dernier lieu, c'est un jeu de questions-réponses, des questions qui sont posées par des intervenants au sein du SDIS 30 et 78. Les deux personnes se présenteront tout à l'heure. Donc des questions qui proviennent vraiment du terrain, entre guillemets, et j'espère qu'ils répondront largement à vos interrogations. Naturellement, vous pouvez déposer des questions sur le chat, hein, n'hésitez pas. On verra si on a un peu de temps pour y répondre enfin, sinon on s'engagera à y répondre ultérieurement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, le pourquoi, comment Interial Reliance aujourd'hui, on a mis un partenariat riche de sens. Riche de sens pourquoi? Parce que ces deux entités, elles sont présentes historiquement depuis longtemps sur l'ensemble en fait de la chaîne des métiers de l'intervention. Donc quand on parle de la chaîne des métiers de l'intervention, c'est naturellement sur la préservation des agents sur l'ensemble de ces métiers. Et quand on dit historiquement, c'est parce que nous sommes présents sur différents métiers, mais naturellement sur la prévoyance et sur la santé, nos deux structures, et Interial et Reliance, y travaillent depuis longtemps, depuis le décret de 2011. Et on a tenu à souligner un point très important hein, qui concourt à ce que notre partenariat entre Interial et Reliance soit riche de sens, c'est la prévention. La prévention, un thème important, prévention au sens du pilotage, hein, lorsqu'on met en place une solution avec une collectivité, avec un SDIS, le pilotage, l'analyse et surtout l'accompagnement dans la réalisation d'une politique de prévention pour, encore une fois, préserver l'agent, préserver les agents du SDIS dans le cadre de leur métier. Et en dernier lieu, des capacités hein, de couverture long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une pérennité hein, des deux entités
depuis longtemps sur ce marché. On vous a mis de part et d'autre les chiffres clés. Vous voyez près de 500 000 personnes couvertes au niveau de la fonction publique territoriale et de l'État pour Interial, et sur la protection sociale, c'est plus de 54 000 personnes pour Interial. Et côté Reliance, on a un acteur là aussi historique, très affinitaire sur les SDIS, au-delà du fait que nous ayons plus de 600 000 agents sur la fonction publique territoriale. On couvre aujourd'hui en termes de protection sociale 3 SDIS sur 4. Et quand on somme la totalité de nos activités auprès des SDIS, aujourd'hui nous travaillons avec 86 SDIS. Donc voilà, deux entités très affinitaires sur le monde des sapeurs-pompiers. Alors, le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est la protection sociale complémentaire sous l'angle des SDIS, mais avant tout, il faut regarder l'articulation, parce que on parle de PSC aujourd'hui parce qu'on est dans le cadre d'une réforme. Et cette réforme, en fait, elle est jalonnée de différents textes, et c'est ce qui aujourd'hui nuit un peu à la compréhension globale du dispositif. Donc, sans rentrer dans la totalité de lecture ou d'analyse des textes, on vous a signifié un tableau. Sur ce tableau, vous voyez la déclinaison de ces différents textes pour aboutir au texte de 2023. Je suis désolé, il y a un petit problème technique, les slides vont dans le mauvais sens. En fait, ce qui se passe concernant cette succession de textes, c'est que non pas l'un va, on va dire, à l'opposition de l'autre, mais on est sur un enrichissement à chaque fois de la couverture de l'agent pour aboutir justement à cet accord de 2023 qui est un accord collectif. Donc, quand on parle des agents, c'est bien sûr tous les agents concernés par la protection sociale complémentaire. Les CDG, quel que soit le texte, ils ont bien une obligation de proposer quelque chose au 1er janvier 2025. Quand je dis quelque chose, ça veut dire une convention de participation. La participation employeur, là, on voit que par rapport aux différents textes, ça a évolué dans le temps. Aujourd'hui, si on s'arrête au texte de 2023, à l'accord de 2023, c'est quoi? Nous sommes passés d'une participation de 7 €, donc c'était une participation de 20% d'un montant de référence qui était de 35 €, à une participation de 50% de la totalité de la cotisation de l'agent sur les garanties minimales, c'est-à-dire incapacité et invalidité. Donc là, c'est un grand changement, on va le voir ultérieurement, c'est notamment ce qui pose problème au niveau du corpus réglementaire. L'adhésion des agents jusqu'en 2022, on était sur un dispositif facultatif. Là, le texte de 2023, quand je dis le texte de 2023, c'est un texte, c'est un accord collectif, ce n'est pas encore transposé dans la loi, on va le voir, mais lui donne sur la base de la prévoyance le fait une généralisation via un contrat collectif à adhésion obligatoire. Contrat collectif à adhésion obligatoire lié à la prévoyance. On n'est pas sur un dispositif qui concerne la santé. Au niveau des garanties, on est sur l'incapacité, on est sur l'invalidité, nous ne sommes pas sur le décès. C'est souvent une question qu'on nous remonte, tant aux équipes d'Interial qu'aux nôtres. Non, le décès n'est pas concerné. Il est concerné naturellement par la protection sociale complémentaire, pour autant pas en termes d'obligation. Labellisation, il y a des dates butoirs par rapport à l'utilisation de la labellisation encore en prévoyance. Nous sommes bien dans le cadre de la prévoyance, dans le texte 2023. Et les collectivités qui aujourd'hui sont équipées en convention de participation ont jusqu'au 1er janvier 2027, jusqu'à présent, pour s'assimiler au système, au dispositif décrit dans le texte de 2023. Alors, ce texte 2023, donc on l'a vu, ces grands postes, là, on vous les a signifiés.
Ça induit quoi? Ça induit que si une collectivité a été au bout de son dialogue social et donc peut lancer, entre guillemets, la totalité du dispositif décrit en 2023, demeurent certains points, c'est-à-dire les collectivités aujourd'hui qui n'ont pas réalisé leur dialogue social. Aujourd'hui, la loi n'a pas transposé la totalité de cet accord. Donc, on vous a mis les principaux points qui aujourd'hui posent question en termes de transposition. Vous avez la première partie de l'accord de 2023, c'est 3 gros points. La participation minimale de l'employeur à 50% du montant de la cotisation à payer. Ça, pour être transposé dans la loi, ça demande quoi? Ça demande une modification du Code général de la fonction publique et une modification du décret de 2022. La généralisation de la prévoyance via le contrat collectif à adhésion obligatoire, je rentre dans les détails, je suis désolé, mais c'est très important pour comprendre le dispositif aujourd'hui. Ça relève d'une modification du Code général de la fonction publique et du décret de 2011. Le décret de 2011, très important, c'est celui qui est à l'origine du déploiement de la PSC et c'est celui aujourd'hui sur lequel repose le déploiement de cette PSC. Dernier item concernant cette première partie de l'accord, c'est l'indemnisation. Donc l'indemnisation de l'incapacité et de l'invalidité sur la base de 90% du revenu net, c'est-à-dire 90% du traitement indiciaire et 90% du régime indemnitaire. Eh bien ça relève du décret de 2022. Donc ça, entre guillemets, ce dispositif-là, si tout va bien, il y a un calendrier 2024 qui a été énoncé. On va y revenir en répondant aux questions tout à l'heure. Pour autant, ce calendrier-là, il est très tendu au niveau des décrets et incertain au niveau du Code général de la fonction publique. Incertain, les dernières informations sont toutes récentes où on nous annonce que ça pourrait être modifié au dernier trimestre de cette année. Alors, ça, c'est les points entre guillemets qui sont très fléchés en termes de modification des décrets. Il y a des sujets qui restent un petit peu en suspens, c'est la deuxième partie de l'accord de 2023. C'est des sujets comme notamment la reprise du passif. La reprise du passif, c'est quoi? C'est un agent qui est arrêté, qui est donc à demi-traitement. Lorsque la collectivité va mettre en place son contrat à adhésion obligatoire, comment, en gros, est tarifé cet agent dans le sens où comment on l'intègre dans le dispositif. Ça, j'y reviendrai aussi tout à l'heure en répondant aux questions. Il y a le cadre de l'appel d'offres. Je sais que Muriel a des éléments de réponse ultérieurs là-dessus. La question est, aujourd'hui, une convention de participation ne relève pas des marchés publics. Donc, on va voir comment ça risque d'évoluer. Et puis, on va le voir, le timing d'application de l'ensemble du dispositif décrit en 2023, c'est compliqué pour cette année 2024 parce que vous le voyez, on est de plus en plus contraint. On est en mars. La totalité des collectivités n'ont pas passé les appels d'offres, loin de là. On va voir comment ça se passe, y compris naturellement pour les SDIS, qui sont pour la plupart non équipés en termes de prévoyance. Alors, nous allons passer au jeu de questions-réponses réalisées par les intervenantes dans les SDIS 30 et 78 et nous allons répondre directement à leurs questions. Donc la première vidéo où l'interlocutrice va se présenter. Bonjour, Fabienne Bernon, je suis la DRH du SDIS du Gard, un SDIS qui représente environ 900 agents entre les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques. J'interviens aujourd'hui à la demande des organisateurs de ce webinaire qui sont Interial et Reliance.
et je vais poser quelques questions sur la protection sociale complémentaire afin d'alimenter le débat. Ma première question va concerner les appels d'offres. Donc, les centres de gestion proposent aux collectivités territoriales la possibilité de s'associer à leur appel d'offres. Est-ce que vous pensez, en tant que SDIS, que nous ayons un intérêt à répondre favorablement à cette proposition et quels seraient pour nous les avantages et les inconvénients d'une telle procédure? Muriel? Oui, alors, déjà, juste pour dire que je suis une ancienne des centres de gestion, donc totalement convaincue par l'utilité et le rôle des centres de gestion qui, je le rappelle, sont responsables des appels d'offres de PSC pour toutes les collectivités qui leur sont affiliées de manière obligatoire, c'est-à-dire toutes les collectivités de moins de 350 agents. Au-delà de 350 agents, ce sont des affiliations volontaires, soit en totalité, soit par le biais de ce qu'on appelle couramment le 0,11%, c'est-à-dire le 0,11% de la masse salariale pour un certain nombre de missions ponctuelles. Il est évident que les centres de gestion ont un savoir-faire en la matière qui est inégalé. Toutefois, il me semble que compte tenu de la particularité des attentes et des besoins de couverture des agents des SDIS et notamment bien évidemment des sapeurs-pompiers, le fait qu'ils soient, je dirais, noyés, pardonnez-moi cette expression, dans la masse globale de l'ensemble des collectivités territoriales qui adhéreront à l'appel d'offres du centre de gestion, risque de faire que la réponse ne sera pas totalement adaptée à ce qui est en droit d'attendre un SDIS, des attentes tout à fait particulières, notamment en matière de prévention, notamment en matière d'accompagnement de la réparation, et c'est pareil pour les départements, parce qu'on pourrait se poser la même question sur le rattachement d'un SDIS à l'appel d'offres d'un conseil départemental. Même chose, un conseil départemental, ça a plein de publics différents, mais ils ne feront qu'un appel d'offres, et donc il risque d'être, enfin le SDIS risque d'être un petit peu perdu à l'intérieur de la réponse. Donc, moi j'ai tendance à recommander, notamment pour les SDIS de taille importante, qu'ils fassent leur propre appel d'offres, parce que ce sera beaucoup plus du sur-mesure par rapport aux attentes et aux besoins qu'on ne pourra le trouver en centre de gestion ou en conseil départemental. Simplement, non pas pour contredire Muriel, loin de là, mais vous savez mieux que nous que selon les territoires, les maturités des acteurs sont totalement différentes. Et sur certains territoires, il y a des CDG qui font pour le compte des SDIS des appels d'offres et ça fonctionne très bien. Donc, en premier lieu, voilà, c'est de toute façon de converser, d'échanger avec son centre de gestion pour voir quel est entre guillemets le dispositif et si ça convient aux SDIS ou pas, et pour toutes les bonnes raisons qu'a énoncé Muriel, y aller avec le centre de gestion ou pas. On va passer à la deuxième question. Est-ce que les personnels auront le choix d'adhérer ou non à l'offre retenue par l'établissement? Et qu'est-ce qu'il se passera s'ils veulent conserver la couverture qu'ils ont actuellement? Est-ce qu'ils bénéficieront néanmoins de l'aide de l'employeur si c'est le cas? Ici. Donc, avant de répondre, un rapide rappel du décret du 8 novembre 2011 qui est venu fixer le cadre permettant aux collectivités et à leur établissement public de verser une participation financière aux agents qui souscrivent à des contrats de protection sociale complémentaire, soit sur la santé ou sur la prévoyance, et sur les deux cas également quand la collectivité l'a décidé. Et ces contrats doivent répondre aux critères de solidarité du titre 4 du décret. Les collectivités peuvent participer financièrement pour leurs agents via deux procédures distinctes à caractère facultatif. C'est ce qui va vraiment différencier
le changement de paradigme avec l'arrivée de CCO à compter du 1er janvier 2025 sur la partie prévoyance. Donc, elles peuvent participer à caractère facultatif, soit en labellisation, soit en convention de participation sur les deux risques. Une seule procédure, par contre, peut être retenue pour la collectivité pour permettre la participation financière de l'employeur, tout en veillant à ce que la participation ne soit bien entendu pas supérieure à la cotisation. Voilà sur la première partie qui vient donner le cadre et sur les autres éléments, je peux te laisser Muriel. Oui, alors s'il y a un contrat à adhésion obligatoire, les agents n'ont absolument aucune utilité de conserver un contrat individuel puisque par définition c'est obligatoire et ils seront, sauf cas de dispenses qui seront précisées dans le décret, et donc ils seront obligatoirement affiliés au contrat de prévoyance que leur SDIS aura retenu. On attend le décret, toujours, c'est ce que disait Philippe Charton. On attend le décret pour savoir quels vont être les cas de dispense. Ils sont prévus, mais on ne sait pas très exactement ce que seront ces modalités. Mais en tout état de cause, il ne faut pas qu'ils conservent leur contrat individuel. Quant à la participation financière de l'employeur, son minimum est fixé à 50% de la cotisation de l'adhérent, mais évidemment, rien n'empêchera une collectivité d'aller au-delà, si elle le souhaite, et on le verra tout à l'heure, de moduler éventuellement le montant de sa participation financière en fonction des catégories C, A, B ou A, toujours dans une dimension de rétablissement de l'égalité sociale. Je peux juste Bien sûr. Il est important en effet de soulever un point qui peut nettement jouer en termes de management et donc de maintien dans l'emploi des personnels du SDIS, pardon. Je vais y arriver. C'est vrai qu'il y a ce montant de 50% qui est donc obligatoire et recommandé. Bien entendu les collectivités peuvent, si elles le souhaitent, subvenir de façon plus importante à cette participation. Et pour autant, il est aussi important de responsabiliser les agents. Lorsque l'agent paye, cotise, il a une responsabilité qui est partagée avec celle du SDIS pour maintenir donc cet absentéisme qui, on le sait, est très sensible et suivi de près, notamment pour les SDIS. Merci. Est-ce qu'il sera possible de prévoir des options ou de moduler la couverture? Alors, la réponse se fait en deux temps. L'accord dont vous a parlé Philippe, l'accord du 11 juillet entre les organisations d'employeurs et les organisations représentant les salariés, prévoit dans le contrat collectif obligatoire le maintien du maintien de 90% du revenu net, dont le revenu est 40% du régime indemnitaire. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Rien n'empêche une collectivité ou un établissement public, se disent évidemment, de mettre une possibilité autre qui pourrait être une option, qui ne serait pas forcément financée par l'employeur, mais qui permettrait aux agents, s'ils le souhaitent, de se couvrir en plus, par exemple par le décès. Vous savez tous que le décès est indemnisé au niveau national par des règles qu'on connaît tous, 1 an de salaire pour un décès normal et 1 an de plus quand il y a des enfants à charge. Donc, il est tout à fait possible pour un SDIS de mettre plus que ne le prévoit l'accord de base et de rajouter une option sur la garantie minimale. Tout cela devra être, je vais passer la parole à Olivier, tout cela devra être vu en amont dans un dialogue social bien construit. Effectivement, Muriel, il faut noter qu'un contrat collectif obligatoire impose la mise en œuvre d'un accord collectif local en amont et un dialogue avec les organisations syndicales, bien entendu. Par rapport à ces différentes options et l'appétence également et le rapport à la prévoyance qu'a l'établissement SDIS,
il est vraiment important. Et aujourd'hui, je voulais attirer votre attention là-dessus, qui était primordial de définir cette opportunité de commencer le travail d'un cahier des charges, d'élaboration d'un cahier des charges, selon la typologie de votre SDIS et son rapport à la prévoyance, c'est-à-dire le niveau de maturité et l'objectif que vous souhaitez avec vos directeurs atteindre. Merci, merci Olivier. On va passer à la question suivante. Qu'en est-il de l'obligation de dialogue social? Ainsi, oui, c'est vrai que les évolutions à venir de la protection sociale complémentaire vont bousculer les agendas et imposer un nouveau paradigme au niveau du dialogue social. Dans les mois à venir, les employeurs vont devoir consulter avec leur CST, Comité social territorial, afin de déterminer le niveau de garantie qui, lui, est imposé par l'accord national du 11 juillet 2023. On parlait du socle qui était invalidité, avec bien entendu des possibilités d'options. Leur financement est alors à choisir et leur prestataire au niveau de la prévoyance au sein de leurs agents, pour leurs agents, pardon. Effectivement, Reski, pardon, toutes ces étapes que tu as rappelées, en fait, et on a vu tout à l'heure, Philippe nous a présenté un peu l'échéancier qui doit encore se préciser, en fait, au cours de cette année 2024. Mais on peut dire que toutes ces étapes que tu viens de nous rappeler doivent avoir lieu d'ici la fin d'année par rapport au calendrier initialement prévu. Tout cela, bien entendu, avec un dialogue social dont la qualité, en fait, sera primordiale afin de pouvoir réunir les meilleures conditions de couverture des agents et au travers ce rétro-planning qui correspondra aux grandes étapes de cette réforme, un partage également d'informations entre tous les agents sur cette réforme de la PSC qui va directement les toucher. Merci Olivier. Simplement, je tenais à rajouter que donc les SDIS auront la possibilité de faire appel à un assistant de maître ouvrage qui aura pour principale mission de conseiller, mais aussi d'accompagner les SDIS pour la réussite de vos projets, tout en garantissant justement la qualité du dialogue social et le meilleur rapport qualité-prix. Je vois une première question qu'on peut prendre parce qu'elle est dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire. N'est-il pas prématuré d'établir un cahier des charges avant la transposition de l'accord dans le décret? Donc ça c'est un sujet important, entre guillemets le risque et cette notion de timing par rapport au corpus réglementaire et au corpus législatif là-dessus. Peut-être Muriel, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors on est effectivement au cœur du questionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on n'attend pas? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut lancer un appel d'offres avec une adhésion obligatoire, mais qu'on n'a pas réellement de texte à la fois législatif et réglementaire pour s'appuyer dessus. Et que, en bonne juriste que je suis, c'est toujours embêtant de lancer un appel d'offres quand on n'a pas les dispositions gravées dans le marbre, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un référé ou d'une contestation. Il n'en demeure pas moins qu'on a quand même quelques éléments. On vous le disait, on sait quelles sont les garanties minimales, qui sont d'ailleurs importantes, qui sont dans l'accord du 11 juillet. Et je pense qu'on peut tout à fait se préparer à lancer un appel d'offres à adhésion obligatoire. Parce que ça va arriver, je vous donnerai des éléments de timing dans une question suivante. C'est long à faire, donc c'est long à faire, surtout avec un dialogue social important dont vous parlez Olivier. Donc on peut le faire, je pense qu'il est sage d'attendre après l'été au minimum pour le lancer. On en saura peut-être plus sur le support législatif. Merci. Effectivement, si je peux me permettre de rajouter un point, Muriel, je dirais cette conception ou cette préparation de cahier des charges
vient s'intégrer dans la stratégie du dialogue social qui est établie par vos directeurs et vos PK SDIS selon les sujets voilà, qui sont les plus prégnants en fait dans les SDIS. Mais on voit que aujourd'hui la PSC tous les SDIS seront concernés par cette réforme. Mais je dirais le fait de pouvoir déjà amorcer la démarche vient cranter un élément du dialogue social et après charge à vous de voir selon les différents thématiques de votre dialogue social et selon voilà ce qui se passe dans votre SDIS et les priorités de vos directeurs de le prioriser, mais on est déjà sur un aller vers cette démarche. Merci Olivier. On va prendre la prochaine question qui, de mémoire, insiste sur cette notion de timing. Et selon vous, quel est le bon timing pour lancer l'appel d'offres? C'est parfait, comme si on avait répété, c'est parfait. Je peux peut-être répondre. Alors, il y a 3 mois, je vous aurais fait une réponse différente. Sans aucun humour, je pourrais vous dire que les choses évoluent de semaine en semaine, en se retardant de semaine en semaine. Donc, il était prévu que la modification législative pour changer le statut le Code général des collectivités locales intervienne donc à l'Assemblée nationale avant l'été et que le décret sorte dans la foulée. Aux dernières nouvelles que nous avons et selon la modification de l'agenda social présentée par le ministre Guérini il y a 15 jours au Conseil supérieur de la fonction publique, il semblerait que la modification législative qui est absolument nécessaire pour que nous puissions recourir de manière sécure à un accord à adhésion obligatoire n'aura lieu qu'à l'automne 2024, que donc dans la foulée le décret, puisque dans l'empilement des normes, c'est la loi plus la rédaction après il y a la rédaction du décret, voire d'une circulaire, donc ça ne sera pas avant l'automne 2024, et donc c'est très très juste pour que ça entre en vigueur au 1er janvier 2025. Il se murmure que ça serait repoussé d'une année pour que ça devienne obligatoire. Je n'en sais pas plus aujourd'hui. Personne, je ne crois même pas le ministre, si je peux me permettre, ne sait très exactement quel va être le calendrier. Ce qui est important à savoir, c'est que de toute manière, je le disais il y a 5 minutes, c'est long à établir. Je le sais pour en avoir fait avant d'être dans cette mutuelle. Donc, plus on a de temps pour réfléchir et pour négocier, mieux c'est. Avoir 6 mois devant soi pour réfléchir, c'est une bonne chose par rapport à ce qu'est un accord à adhésion obligatoire. Donc Muriel, on peut dire que le temps nous est compté et nos collègues des SDIS peuvent retenir que le mot d'ordre sur le sujet, c'est de l'anticipation afin d'être sur un timing classique qui déroule en fait sur ce premier semestre. Pardon. Alors, oui, Olivier, je suis assez d'accord. Simplement, Madame la DRH Justice disait quel est le bon timing. Là, on reste malheureusement sur de la réflexion. On peut être le pied sur l'accès. On a le pied sur le frein et dès qu'on a les textes, on peut lancer. Je pense que 6 mois de réflexion, c'est pas exorbitant compte tenu qu'en plus, il y a les vacances d'été qui arrivent et un certain nombre d'obligations qui s'appellent les JO et qui risquent d'enlever un certain nombre de disponibilités. Donc, y réfléchir dès maintenant me paraît être une très bonne stratégie. Puis au travers de cette avancée sociale majeure pour les agents, c'est également pour la collectivité, on peut dire, un levier d'attractivité, de renforcement de sa marque employeur, c'est bien ça? Oui, parce que c'est l'occasion de faire de la dentelle autour des besoins et des attentes d'une collectivité. Et nous savons tous, quand nous travaillons en territorial, qu'il n'y a pas 2 régions, 2 collectivités qui ont les mêmes besoins, les mêmes attentes, voire la même pyramide de répartition des agents entre C, B et A. Et donc, plus on fait de dentelle et de sur-mesure, mieux on répond aux attentes et aux besoins des agents. Juste pour compléter, c'est vrai que les SDIS qui auraient des conventions de participation actuellement peuvent les garder jusqu'au
jusqu'à janvier 2027. C'est ceux qui n'avaient rien mis en place qui auront l'obligation, malheureusement, de lancer une consultation sous le couvert du CCO à compter du 1er janvier 2025, en reprenant le socle des garanties incapacité et invalidité. Il y a des impacts sur l'exigence d'un accord majoritaire. Il y a aussi donc un changement de procédure de marché, puisqu'on passerait de convention de participation à ça, on marche sur des œufs, cadre de marché public ou pas, dans le cadre de la commande publique ou pas. Pour autant, il y a des délais après qui seront imposés à partir du moment où vous lancez la consultation. Il y a 45 jours d'emblée qui devront être laissés aux candidats pour pouvoir rendre une copie et donc prétendre à être retenu. Donc il y a ces éléments, bien entendu, qu'il faut tenir en compte, en sachant que si on est sous le couvert de CCO, comme il est prévu, ça va également changer le travail qui est fait aujourd'hui par les DRH. Quand vous êtes en compte de participation, c'est les assureurs mutuels, gestionnaires qui accompagnent pour l'adhésion là. Le travail sera fait quasi exclusivement par les DRH. Bien entendu, vous serez toujours accompagné. C'est vous qui gérez les adhésions avec les 4 dispenses prévues à cet effet. Merci Ariski. Je prends une question en même temps. Une personne nous pose la question, si la consultation arrive après l'été, n'y a-t-il pas un risque qu'elle soit infructueuse? Alors, simplement, Muriel, sur ce point-là, nous ne sommes pas des accros au texte et nous ne voulons pas nécessairement nous pousser en tant qu'un coopérateur le fait qu'il faille absolument que tout l'ensemble des textes soit là pour entre guillemets travailler. Les règlements et les modifications de la loi, entre guillemets, ça couvre votre prochain dispositif. Donc c'est vraiment dans cette attente là que l'on vous dit bah les textes tardent etc. Néanmoins aujourd'hui on va dans une phase où c'est une transition, c'est-à-dire que nombre de collectivités ou de SDIS vont se lancer dans des dispositifs différents. Donc, c'est en cela où, entre guillemets, ce sera gênant vis-à-vis de vous parce que vos appels d'offres ne seront pas, entre guillemets, comparables les uns vis-à-vis des autres. Et quant au risque de rendre un marché infructueux, c'est pas nécessairement le fait qu'il soit infructueux parce qu'il manquera de porteurs de risques, c'est plutôt parce qu'il y aura peut-être une incompréhension du cahier des charges. Parce que là aussi, attention, certes, vous êtes quasiment tous avec des AMO, etc. Par contre, charge à vous de travailler et la sémantique de l'ensemble du cahier des charges et les bons critères, on va y revenir tout à l'heure, pour bâtir les cahiers des charges. C'est en cela où le marché ne sera pas infructueux, parce que théoriquement, il ne manquerait pas de porteurs de risques sur des marchés, notamment à adhésion obligatoire. Alors, pour terminer, je redis, parce que Ariski l'a dit, tous ceux qui ont déjà des contrats, j'allais dire, ils continuent de courir, donc pas de panique. Vous pouvez tout à fait attendre très, très sereinement la parution des textes. Pour ceux qui n'ont rien, c'est vrai que c'est important de vous préparer, mais à date, au jour où nous parlons, vous pouvez tout à fait utiliser les dispositions du décret du 8 novembre 2011, c'est-à-dire faire un appel d'offres facultatif et vous serez parfaitement dans la légalité. Bonjour, je suis Elisa Sanson, je suis la chef du groupement des ressources humaines du SDIS des Yvelines. Le SDIS des Yvelines a actuellement 2 conventions de participation depuis maintenant 6 ans. Donc une convention pour la prévoyance et une convention pour la santé. On est très dubitatif par rapport à la longueur de la publication des décrets d'application par rapport au calendrier qui était annoncé. Du coup, ma première question, ça porte bien évidemment sur le calendrier, parce qu'on nous parle d'une publication d'un décret en juillet 2024. Et du coup, on s'interroge sur la compatibilité de ce calendrier avec nos échéances et à notre obligation d'être en phase pour la partie prévoyance dès le 1er janvier 2025. Donc, on y a déjà répondu
tout au long de cette intervention, hein, sur cette incertitude concernant non pas le texte, mais les textes. Et c'est là où il y a un sujet, c'est à la fois les 2 décrets, donc 2022, mais aussi le toilettage nécessaire de 2011, hein, très important, notamment vis-à-vis des critères d'appel d'offres. Et puis, vous avez le Code général de la fonction publique, et j'en parlais tout à l'heure avec la notion de reprise de passif, la loi E20 a clarifié, tout au moins, concernant les collectivités locales. Donc, voilà, un timing qui reste malheureusement en suspens. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est accro aux différents textes, c'est parce qu'on a besoin de ce corpus pour sécuriser cette activité. Sur la suite, donc toujours dans le cadre du lancement d'un appel d'offres, on s'interroge aussi sur les mises en concurrence, puisque aujourd'hui les conventions de participation sont articulées par un décret de 2011, et il est question que dans les futurs dispositifs, ce soit repris on va dire, dans le droit commun du marché public classique. Donc du coup, on s'interroge aussi sur les modalités de procédure de mise en œuvre des appels d'offres. Muriel ? Alors, vous avez parfaitement raison. C'était les conventions de participation. Alors, c'était pas des marchés publics, mais ça en avait quand même toute l'allure et toutes les contraintes, mais ça ne l'était pas. Et ça ne passait pas en CAO, ça passait devant une commission dite ad hoc. Depuis 3 jours, donc vous voyez qu'on est au cœur de l'actualité, il est fortement question que ça soit requalifié en marché public. C'est une question qui a été débattue très récemment à cause des appels d'offres de l'État dans les ministères, et il semblerait qu'on se dirige vers le fait que ça ne sera plus un régime particulier, mais bien des marchés publics. Mais là aussi, nous attendons des confirmations officielles. Nous avançons. On avait aussi des questions sur la partie financière. Comme vous le savez tous, hein, nos budgets sont très contraints et ça va pas forcément aller en s'arrangeant dans les années à venir. Du coup, on a aussi des interrogations sur la participation de l'employeur à ces dispositifs et sur les montants. Est-ce qu'on a des précisions sur les montants pour pouvoir un petit peu se projeter sur nos projectifs budgétaires sur les années à venir? On a effectué un prévisionnel pour un SDIS d'environ 250 agents. On est parti sur un salaire de base de 2 000 €. On a estimé donc une participation de 25 € par agent par mois, donc 50% du minimum de la participation employeur. Ça représenterait donc un budget global pour le SDIS d'environ 75 000 € par an. Il est clair, je complète ce qu'a dit Areski, que cet accord de juillet 2023, qui est très favorable et qui est une véritable avancée sociale, augmente de manière extrêmement importante la participation financière de l'employeur, puisqu'on peut estimer globalement que le panier de prévoyance variera entre 50 et 60 € compte tenu du fait qu'il est quand même très, très important. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, même si on a des statistiques qui montrent que la participation moyenne est en prévoyance d'à peu près 18,50 €, c'est clair qu'on augmente largement le budget. Et ça me permet de vous dire aussi que pour la santé, ça c'est la prévoyance, mais pour la santé, ça ne sera jamais obligatoire, ça restera facultatif. On peut jamais dire jamais, mais au moment où nous nous parlons, et le minimum que devra mettre l'employeur, c'est 15 €, et plus s'il le souhaite, sachant aujourd'hui que la moyenne sur les collectivités territoriales et établissements publics en matière de santé, c'est également environ 18 € sur l'ensemble des collectivités qui l'ont mise en œuvre. Alors, simplement pour compléter ce que vient de dire Areski et Muriel, parce que les écarts peuvent relever de la folie, entre guillemets, entre les premières estimations, notamment du Conseil sup de la fonction publique territoriale, en termes de montant, hein. Le montant de référence, c'était 35 € initialement, sauf que on est sur, certes, de l'incapacité et de l'invalidité, ça n'a pas changé. Par contre, nous sommes aujourd'hui à 90% du revenu net à indemniser auprès de l'agent. Donc aujourd'hui, c'est ce qui coûte cher. Et
il y a aussi un effet sinistralité à prendre en compte, notamment l'impact de la réforme des retraites sur les sinistralités à venir, ou le fait que le tarif aujourd'hui soit plus cher qu'il y a 5 ans, c'est tout à fait normal aussi. Donc attention à avoir le bon ordre de valeur en tête pour évaluer la participation de l'employeur et le reste à charge pour l'agent. On avait aussi des questions sur la partie financière. Comme vous le savez tous, hein, nos budgets sont très complexes. Je me suis trompé de vidéo, excusez-moi. Sur la modulation de la participation, est-ce qu'il est possible de moduler le montant en fonction de la situation familiale ou du revenu et le cas échéant de le mutualiser entre prévoyance et santé? Alors là, la réponse est très claire. Non, on ne peut pas mutualiser entre prévoyance et santé, puisque vous avez un minimum en santé et un minimum 50% en prévoyance. Simplement, vous avez la possibilité de moduler selon l'intérêt social, c'est-à-dire que vous pouvez donner plus en subvention, en cotisation, enfin oui, en aide financière à une catégorie C qu'à une catégorie B et a priori à une catégorie A. Et vous pouvez également privilégier, donner plus à une famille nombreuse qu'à un couple sans enfants. Tout ça dans un but de rétablir l'égalité sociale et de participer davantage pour les familles qui ont les revenus les plus faibles. Mais c'est la seule modulation que vous pouvez faire. Si, je vais être provocatrice, si vous donnez plus à un A que vous ne donnez à un C, il est évident que le juge vous tapera sur les doigts et vous demandera de revoir votre copie, sachant que c'est une délibération qui doit avoir lieu devant le comité social territorial. Simplement pour compléter l'aspect chiffre, je vois une question qui a été écrite concernant le montant. C'est bien 50 à 60 euros par mois et par agent, donc la valeur d'une prime demandée pour de l'incapacité et pour de l'invalidité, grosso modo en fonction de la sinistralité de la collectivité. Et j'avais une dernière question. Comme vous l'avez compris, on est déjà... le SDIS et Yvelines a déjà 2 conventions de participation. Alors, la question porte plus particulièrement sur la partie prévoyance et sur la reprise des historiques en cas de changement pour nos agents qui bénéficient, par exemple, d'un maintien en demi-traitement actuellement et qui pourraient, par la force des choses, peut-être changer de prestataire sur le prochain contrat. Et voilà, ma question porte sur la reprise des historiques. Alors, il faut faire attention là, comme je le disais tout à l'heure, et attention à l'écriture de vos cahiers des charges à venir. Il faut bien décrire les choses. Quand on parle de passif, de reprise de passif, etc., il faut bien différencier les choses. Vous avez la succession de contrats, à savoir quand vous mettez en place un contrat collectif à adhésion obligatoire, la situation de l'agent arrêté, si l'agent est à demi-traitement, est totalement différente selon son niveau de couverture antérieure. S'il est déjà couvert par un contrat, qu'il soit collectif ou individuel, le risque est couvert. C'est-à-dire qu'il y a bien une succession de contrats, et donc ça ne rentre pas en compte chez le nouvel opérateur. Le sujet principal, c'est les agents qui sont arrêtés et qui sont repris dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau contrat. Donc ça, c'est un sujet, et c'est là où aussi on attend de la part du législateur, parce que là, c'est la clarification de la loi Evin, comme on le citait tout à l'heure, ou alors peut-être une autre voie via une partie du décret, mais cette clarification nécessaire, c'est tout simplement pour tarifer, et tarifer quoi?
aujourd'hui, on voit des appels d'offres où cette notion de reprise de l'agent, c'est entre guillemets simplement tarifer la probabilité qu'un agent passe en invalidité. Voilà. Ça peut très bien être le cas. Ça peut être cette reprise de passif, ça peut être ça. Par contre, il faut que ce soit très très clair dans les appels d'offres. Qu'est-ce que vous voulez que l'opérateur reprenne? Et dans ce cadre-là, selon là aussi les tables utilisées par l'opérateur, parce que malheureusement il n'y a pas de table unique sur le marché territorial, eh bien l'opérateur peut tarifer ou non cette reprise de passif. Mais encore une fois, en l'absence de texte qui clarifie l'ensemble, soyez très rigoureux dans la rédaction de vos appels d'offres. Parlez-en beaucoup avec votre AMO. N'hésitez pas à revenir vers Interial, vers Reliance, etc., mais aussi vers d'autres, pour que vous soyez le plus clair possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, selon les cas, vous allez pouvoir avoir entre guillemets, des marges d'escalier entre les estimations de reprise de passif qui peuvent être très, très importantes. Donc, pour ne pas tomber justement de cet escalier, il faut vraiment que vous soyez précis pour que on sache quoi coter par rapport à l'ensemble. L'objectif de cette reprise, c'est éviter les trous de garantie. En réalité, aujourd'hui, on l'a vécu à travers la convention de participation, entre ceux qui étaient sur la labellisation, qui passaient en convention de participation, donc on ne pouvait pas identifier d'assureurs précédents ou ceux qui n'étaient pas tout simplement couverts. Donc là, ces sujets sont vraiment, on va dire, très importants, notamment avec la peut-être retranscription de cette loi E20, qui nous permettra d'éclairer aussi la position des assureurs sur la tarification pour que la participation derrière financière qui en découle soit la plus raisonnable possible. Nous avons des commentaires, notamment par rapport au niveau de la cotisation. Hein. Quand on donne un montant, en général, on a toujours des commentaires derrière. Là, notamment, le fait que un SDIS est prévu 35 € sur la totalité, je suppose, un cap inval, etc. Alors, entre guillemets, hein, ce sera peut-être le cas selon votre sinistralité, je vous le souhaite. Ce serait très étonnant, je le dis très très clairement. Et attention à bien rester sur du 90% du revenu net et pas de mettre 95% par exemple du revenu net. Attention, la tarification sera très très sensible naturellement au niveau de prestation. Je rappelle, sur le décret de 2022, on était à 90% du traitement indiciaire et 40% du RI. Ça coûte cher, ça. Cette différence coûte très cher. Voilà. Alors, les 35 €, je comprends tout à fait que vous l'ayez prévu ainsi, parce que c'est ce qui a couru très longtemps vis-à-vis de l'accord de la PSC dans la territoriale, jusqu'à l'accord du 11 juillet 2023, où on s'est retrouvé avec les garanties bien plus fortes. Mais effectivement, au départ, c'est l'enveloppe qui avait été prévue, y compris dans les délibérations du Conseil supérieur. Donc, je comprends que vous soyez resté sur l'idée de 35 €. Pardon, Aristide. Non, mais je t'en prie. C'est vrai que les 90%, il y a un double intérêt. Il y a l'enjeu, en effet, économique, directement pour le SDIS, mais aussi l'enjeu très important sur l'absentéisme. C'est vrai que si on est sur du 95, voire 100%, parce qu'on a pu le voir, des indemnisations à hauteur de 100%, l'agent, malheureusement, qui est indemnisé à 100%, est mieux payé en étant à son domicile. Alors, bien entendu, tout dépend de la pathologie. Hein. Je ne dis pas qu'il est à domicile pour des raisons volontaires, mais voilà. Sachez qu'un agent qui est indemnisé à hauteur de 100% est mieux indemnisé en étant en arrêt qu'en étant en activité. Donc, il y a un vrai enjeu sur… Mieux indemnisé, c'est fiscal. Oui, je précise, fiscal, parce que sinon, ça peut être ambigu. Oui, c'est juste que les indemnités que verse un assureur, du complémentaire santé, ne sont pas imposables. Voilà. Et donc, un agent qui est à demi-traitement,
s'il perçoit 50% par la complémentaire santé, n'est pas imposable sur les 50% qui lui sont fournis. Donc, au final, il est gagnant puisqu'il ne paye pas d'impôt. Et c'est la raison pour laquelle, personne ne le savait ou très peu en 2011, et c'est pour ça que la coordination du 11 juillet a retenu la notion de 90, c'est pour que, en fait, l'agent qui est au travail et qui ne se met pas en arrêt, alors oublions les longues et les graves maladies, ne soit pas avantagé en se disant je ne vais pas travailler, je gagne autant. Donc moi je conseille à tout le monde de rester sur la notion de 90% du revenu net, qui est vraiment quelque chose qui va dans le sens de la justice sociale. Merci pour ces précisions. On va pouvoir prendre une dernière question. Il y a une question qui sort un peu de cette notion de montant, c'est sur la labellisation. Nous participons actuellement par le biais de la labellisation. Qu'en est-il si nous ne sommes pas prêts au 1er janvier 2025? Ariski, tu veux prendre? Ceux qui sont aujourd'hui engagés en labellisation sur la partie de volet prévoyance n'auront pas d'autre possibilité que de lancer une consultation en CCO, donc sur le volet prévoyance. Pour la partie santé, ils peuvent bien entendu rester en labellisation. Mais sur la partie prévoyance, en effet, il n'y aura pas d'autre alternative à date. Voilà, donc j'espère qu'on aura répondu à la majorité des questions. De toute façon, à celles qui n'ont pas été répondues naturellement, on s'engage à répondre à l'ensemble. Donc n'hésitez pas à les déposer. N'hésitez pas, naturellement, les équipes d'Interial et de Reliance sont à votre disposition. Je le disais tout à l'heure, aussi pour cette phase de sémantique d'appel d'offres. Il ne s'agit pas de se substituer à un AMO, c'est pas du tout le sujet. C'est simplement de faire état. Je vois qu'il y a certains commentaires justement sur le montant. On peut vous donner des moyennes, on peut vous donner des notions là-dessus. Je le rappelle, là, sur un échantillon que nous avons traité côté Reliance concernant le passage à demi-traitement, nous avions calculé un taux d'exposition pour 100 agents de 3,3 agents. Donc, c'est-à-dire que sur 100 agents de votre collectivité ou de votre SDIS, en moyenne sur 450 000 agents, il y en avait 3, presque 4, qui étaient à demi-traitement. Donc, on est sur des niveaux forts. La prévoyance, c'est pas uniquement, ça ne touche pas uniquement des agents âgés en longue maladie, longue durée. N'oubliez pas, il y a l'accident de vie privée, l'accident d'escalier dans la maison, etc., qui a un impact fort sur l'absentéisme pour raison de santé et, le cas échéant, sur le passage à demi-traitement. Donc, attention au fait que, là aussi, avec le vieillissement aussi des populations au sein de la fonction publique territoriale, on a une sinistralité qui progresse. Et ce 3,3% que je vous ai cité, sur les 5 dernières années, il a augmenté de 5%. Donc, voilà, j'attire votre attention sur le fait que et les équipes d'Interial et les équipes de Reliance sont à votre disposition pour discuter d'un sujet qui reste, entre guillemets, assez complexe parce qu'encore une fois, pas nécessairement totalement rompu au niveau du réglementaire et du législatif. Donc, on reste à votre disposition sur l'ensemble des sujets. On a assez peu parlé de la santé, peut-être à une autre occasion, mais c'est vrai que les textes n'ont pas nécessairement beaucoup évolué sur la santé, les dispositifs de santé et de fonction publique territoriale. Il me reste à vous saluer et puis à vous remercier de votre présence. Merci à tous. Merci, au revoir. Et Merci nous à tous. restons à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.